Paysans, paysannes, épisode 3, Michel et Jackie. Hop. Et la première question que je voulais vous poser, c'est... c'est pas une question, c'est... je vais vous laisser le temps de vous présenter comme vous le souhaitez. Je m'appelle Michel, j'ai 75 ans. Je suis née dans cette maison. Mes parents étaient agriculteurs. Et à 17 ans, après mes études de primaire et collège agricole, où j'ai eu un diplôme un brevet d'enseignement agricole, à l'époque ça s'appelait, j'ai souhaité travailler sur l'exploitation avec mes parents. Voilà. Mes parents m'ont laissé le choix. Ils m'ont vraiment demandé si je voulais rester. Si je voulais rester, à ce moment-là, ils investiraient dans l'exploitation pour la développer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Super. Et Merci. donc, j'ai rencontré Jackie, mon mari, assez rapidement, à 17 ans. Lui-même souhaitait reprendre l'exploitation de ses parents à 15 km d'ici. Donc nous avons fréquenté pendant 4-5 ans et il a fallu prendre des décisions pour savoir comment on allait organiser notre vie d'agriculteur, lui là-bas et moi ici. Et en fait, après pas mal d'années de réflexion, avec l'accord de nos parents, on a décidé de reprendre les deux exploitations, de faire fonctionner les deux exploitations avec toute l'évolution qu'il y a eu au cours des années. Okay. Et nous avons eu 5 enfants et maintenant nous sommes heureux d'avoir la reprise des deux exploitations par l'un ou l'autre de nos enfants. Ah, super. Voilà, petit résumé de notre vie Très bien, qui a été très beaucoup. mouvementée. Justement, je voudrais revenir, et n'hésitez pas, Jackie, à rebondir aussi là-dessus, sur le fait que vous ayez gardé chacun votre exploitation, enfin en tout cas celle de votre famille. Qu'est-ce qui a fait, parce que Claire m'a dit que c'était quasiment une condition à votre mariage, qu'est-ce qui a fait que ça vous tenait à ce point à cœur de garder l'exploitation de vos parents? Et puis comment vous avez perçu les choses, vous, Jackie? Par tradition, dans le monde paysan, généralement, c'est l'aîné de la famille qui reprend l'exploitation. On essaye, toutes les exploitations, la plupart des exploitations en tout cas, ont eu cette démarche. Et pour nous, ça faisait partie aussi un petit peu, en plus de l'envie et de la motivation personnelle du métier d'agriculteur, ça faisait partie aussi un petit peu, en quelque part, de la continuité de cette tradition familiale, agricole, pour perpétuer le souvenir des anciens, mais aussi améliorer les conditions de vie du monde agricole, quoi. Enfin, voilà. Mais c'était d'abord effectivement l'envie et une motivation, parce que le métier me plaisait bien, moi, de ma part. Michel, je pense que c'était à peu près pareil, quoi. Oui, moi, Voilà. si j'ai choisi, c'est parce que je pensais pouvoir m'épanouir dans ce métier, tout simplement. Voilà. Je n'avais pas une envie vraiment de partir, de quitter la campagne et de partir en ville. C'était dans la continuité de ma formation et puis effectivement de poursuivre le travail de nos parents, quoi, et de la famille. Poursuivre la tradition, mais je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir si je voulais faire autre chose. Ma sœur avait fait des études, elle est devenue assistante sociale. Pour moi, c'était logique que j'avais pas de raison de partir ailleurs. Et du coup, ce qui m'interpelle, c'est que de ce que j'ai en tête dans l'imaginaire, il y a plutôt cette idée de se mettre en couple et du coup d'avoir choisi une exploitation ou l'autre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez maintenu le cap de chacun votre exploitation?
À l'époque, parce que maintenant ça fait 50, 55 ans. 55 ans, hein. Donc Bientôt. c'est pas hier. Donc à l'époque déjà, bon, c'était quand même, la mécanisation était déjà bien installée, hein. Il y avait les tracteurs, bien sûr, tous les équipements modernes, et ça se développait assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Mais c'était pas du tout dans les habitudes, dans la tradition, d'avoir deux exploitations, de travailler l'exploitation à 14 km l'une de l'autre. C'était d'ailleurs un peu limite l'inconscience, quoi, à un moment donné, quoi. Parce que beaucoup, les anciens, les copains, les voisins, ils disaient mais vous êtes fous, c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous tuer au boulot, vous allez... Bon, donc déjà, il y avait quand même un problème de faisabilité, voilà. Mais comme on était très attachés à l'autre, hein, vraiment très, très amoureux. L'amour a été plus fort. C'est-à-dire que voilà, on a même eu une période où on s'était même séparés. On avait rompu notre relation. À cause de ça, À cause de ça, parce qu'il fallait qu'on fasse un choix. Il fallait qu'on fasse un choix. Soit l'un arrêter l'exploitation et aller chez l'autre. Et comme chacun, ben, on voulait rester sur notre exploitation, on a rompu notre relation. Mais on continue de se voir parce qu'on était dans une bande de copains et tout ça. Et puis, au bout d'un an, on a dit, c'est pas possible, on peut pas... on s'aimait, voilà, c'était l'amour qui était plus fort. Et donc là, on a dit, bon, mais on en parle avec nos parents. Et puis on dit, est-ce qu'on peut essayer de continuer l'exploitation, de faire fonctionner les deux? Voilà. Et on en a parlé avec nos parents respectifs. Et on leur a dit, voilà, on voudrait se marier, mais est-ce que vous acceptez qu'on continue? On va essayer de faire fonctionner. Nos parents étaient encore en activité, mes parents étaient plus jeunes que tes parents. Et alors, ils ont été OK, ils ont accepté. On a eu cette chance d'avoir des parents compréhensifs, autant d'un côté que de l'autre, qui ont accepté qu'on fasse cette démarche. Et ils ont dit, ben, on va vous aider, on va essayer de, voilà, on va essayer de, donc ça a de fonctionner comme ça. Ça a supposé de modifier un petit peu sur le fond, quand même, les productions de l'exploitation. Ouais. Nous, à Branceil, par exemple, sur l'exploitation de Branceil, de chez moi, on avait des vaches laitières. Bon, mais là, on a dit, bon, mais c'est pas possible de continuer à avoir des vaches laitières. Pour traire matin et soir, quand on sera à Tudeil, voilà, les horaires ne vont pas convenir. Ici, c'était le Beaudelet sous la mer, alors pareil, matin et soir. Donc voilà, tant que les parents étaient là, bon, ça pouvait se faire, mais on a dit à terme, quand les parents seront à la retraite, ça ne sera pas possible. Donc on a réorienté un petit peu tout ça. Voilà. Et on a fait un élevage de vaches limousines avec la production de broutards qui était beaucoup plus facile à gérer. Hein. On n'avait pas besoin d'y être matin et soir. Voilà. On a, à Branceil, on a quitté le lait, la production laitière et la transformation, puisque mes parents faisaient transformer le lait, donc en beurre, en crème, voilà. Ils faisaient les marchés. Et un marché une fois par semaine. Et on a abandonné ça aussi, quoi. Et les parents étaient OK de faire ces changements. Okay. En parallèle, on a décohabité, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, à l'époque, encore les jeunes souvent vivaient avec les parents dans la même maison. D'entrée, quand on s'est mariés, on a décidé de ne pas habiter avec les parents de l'un ou de l'autre. Et ça a été aussi un soulagement pour ma maman, entre autres, qui appréhendait de me voir partir belle-fille dans une... Parce qu'il y avait aussi les problèmes de cohabitation hein, en agriculture. Hein. Oui. Ça, c'est un sujet qui était très important. Maman a appréhendé de me voir partir belle-fille dans une maison parce qu'elle savait qu'il y avait souvent des problèmes relationnels entre les générations. Et là, le fait que, et ta maman aussi, ta maman c'était pareil, elle a été tout à fait OK. On n'a pas habité, on a eu la chance d'avoir, dans la famille de mon mari, la possibilité d'avoir une maison à côté. Donc on n'a jamais cohabité avec nos
beaux-parents. Ok. Ouais, ça a Oui. été... Alors nous, bien sûr, il a été hors de question, on n'a jamais envisagé de vivre un peu chacun de notre côté, quoi. Oui. Ah non, 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 Là, il c'était a été pas hors de possible. question. Bon, on voulait quand même fonder une famille et Voilà. être en couple, vivre en couple. Donc, Donc, ça ne s'est pas posé la question. Alors, Mais il fallait savoir, ouais, est-ce qu'on était plutôt ici ou plutôt à Branceil, quoi. Ou entre les deux. Mais... alors bien sûr, il a bien fallu choisir un lieu. Mais bon, à partir du moment où on a continué à faire fonctionner les 2 exploitations, c'était plus acceptable, mieux accepté par nos parents. Et donc on a progressivement, on a réorganisé un peu les 2 exploitations. Donc on venait, suivant les périodes de travaux, on venait ici la journée, le soir on repartait chez nous et puis voilà. Comme quelqu'un qui part travailler en ville, hein, pareil. Hein. Le matin, on prenait le bagage et au fur et à mesure que les enfants arrivaient, on partait avec le bébé dans le couffin. La grand-mère ici encore qui gardait le petit pendant que moi j'allais travailler au champ avec eux. Et puis voilà, c'était... Et petite question, donc vous disiez que vous aviez abandonné la production laitière et vos sous la mer et vous étiez passé à des vaches limousines. Qu'est-ce que vous avez modifié d'autre entre les 2 exploitations pour que ce soit viable ? Ici, par exemple, l'exploitation était basée aussi sur la production de petits fruits rouges. D'accord. Donc, pas mal de fraises, des groseilles, des framboises. Donc, c'était une grosse activité. Alors, on a continué un certain temps, oui, tant que ses parents tant que mes parents étaient encore en activité. n'étaient pas à la retraite. Donc, on participait, nous aussi, bien sûr. Voilà, et ça a duré une dizaine, 7-8 ans. Une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, oui. Voilà, et puis à Branceil, à Branceil, on a continué à faire le tabac. On a planté la vigne, on a fait un projet viticole là-bas qui était destiné à remplacer le tabac à terme, parce qu'on savait que le tabac allait arrêter. Je ne savais pas que à cette époque-là, il y avait encore du tabac. Ah oui. Ici, beaucoup de tabac. C'était une grosse activité et c'était un revenu pratiquement. Sur la commune de Branceil, par exemple, il y avait une 30aine d'exploitations et il y avait 27 planteurs de tabac. Donc c'était vraiment une activité importante, très importante, avec un revenu assuré, parce que c'était garanti pour les prix, garanti pour les problèmes climatiques. Voilà. Donc c'était vraiment, ça permettait d'assurer un revenu. Voilà. Et on a fait ça, le tabac, pendant encore longtemps. On en a d'ailleurs fait ici. On a construit un séchoir à tabac, un bâtiment, qu'on a transformé en stabu après. C'était prévu ça. On a fait le séchoir, mais en sachant qu'à quelques années plus tard, on y mettrait les vaches. Enfin voilà, tout ça, ça a été quand même un travail de réflexion collective assez important. Et qui a, globalement, bien fonctionné. Hein. Oui. On a fait des installations ici d'irrigation. On a fait une retenue collinaire, donc l'année de la sécheresse, et en 76. 76, oui. Alors, 76, on a fait et on a mis une station de pompage on a desservi pratiquement toutes les parcelles avec le réseau. Et puis après, nous on en a profité bien sûr pour nos cultures de fraisiers, le tabac et tout ça. Et puis bien sûr, ça a permis à Claire et à Léa, quand ils sont arrivés, de s'installer en maraîchage parce qu'il y avait de l'eau à volonté. C'est important. Okay, merci beaucoup pour tout ce beau portrait à la fois des débuts et puis des modifications. J'avais une autre question pour vous, je vous l'ai posée dans la maison, c'est quel est votre rapport aux mots paysanne et paysan ? Alors, moi, le mot paysan me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien ce mot de paysan. À une époque, en paysan, c'était un petit peu péjoratif. On prenait les paysans pour des ploucs. Pour moi, non. Moi, c'est un mot que j'aime bien, paysan. Agricultrice. Après, j'ai bien aimé le terme d'agricultrice parce que c'est vraiment une fonction. Par exemple, au début quand on s'est installé, la femme d'agriculteur, elle n'avait pas de statut. Le chemin vers la reconnaissance du statut d'agricultrice fut long. Comme l'explique Michel, avant 1960, les agricultrices sont considérées comme n'ayant pas de profession. À partir de 1960, les exploitations à 2 UTH, unités de travailleurs humains, sont reconnues, mais les femmes sont uniquement considérées comme des aidantes familiales dans ce cadre.
En 1973, les femmes acquièrent enfin un statut, celui d'associé d'exploitation, mais il reste limité. Ce n'est qu'en 1999 qu'elles obtiennent le statut de conjointe collaboratrice et il faudra attendre 2006 pour qu'elles puissent en bénéficier sans demander l'autorisation du mari. De ces différents statuts ou absence de statut découlent de nombreuses problématiques, celles de la prise de décision sur l'exploitation, de la dépendance économique au conjoint et puis bien sûr des droits retraite limités. J'ai encore connu l'époque où quand on imprimait des documents, on demandait quelle était votre profession, c'était sans profession. Et ça moi, j'ai jamais supporté ça parce que je me dis, on est agricultrice, on a un travail, quoi, on fait quelque chose. Et je sais qu'un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, moi j'écris, quand on me dit sans profession, j'écris sans CENT. Je trouve que c'est beaucoup plus juste. Et du coup, moi, le terme d'agricultrice, j'ai toujours aimé le terme d'agriculture, mais le mot de paysan, c'est un mot que j'aime aussi parce que je pense pour moi, il n'est pas péjoratif. Il représente bien ce que c'est qu'un agriculteur. C'est un paysan qui aime son pays. Et voilà. Merci beaucoup. Et vous, Jackie ? Ben moi, je partage en gros ce qu'a dit Michel. Hein. Bon, c'est le même sentiment. Hein. C'est vrai que paysan, c'est vraiment un terme qui me plaît aussi, moi, parce que le pays, bon, voilà, on est attaché à notre pays, à nos traditions, à la terre, le territoire, voilà. C'est fondamental, quoi. Et après, c'est une profession tellement riche dans tous les domaines, quoi. On vit avec la nature, avec les animaux. Je veux dire, les animaux, bien sûr, bon, on les élève, après ils partent souvent à l'abattoir. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on est attaché, et puis on les soigne, on s'en occupe, on les cajole, quoi. Hein. Parce que si on ne les aime pas, ils ne vont pas profiter comme il faut, quoi. Hein. C'est pour ça que tout ce qu'on entend, bien sûr, il y a eu des abus, des excès sur la maltraitance, mais 99% des agriculteurs, ils aiment leurs animaux, ils ne les maltraitent pas, quoi. Nous, on n'a jamais été, si vous voulez, mal à l'aise avec le terme d'agriculteur, de paysan, qui était, à une époque, c'est vrai, il faut savoir que avant nous, les générations avant nous, c'était souvent le moins doué de la famille qui restait, quoi. Bon, souvent l'aîné de la famille, il restait, bon, qu'il soit motivé ou pas motivé, il n'avait pas trop le choix. Donc s'il n'aimait pas trop le métier, il le faisait mal. Hein, c'était pas un choix, un véritable choix. Donc voilà. C'est surtout qu'il était exclu des études. L'aîné restait parce qu'il y en avait d'autres qui arrivaient derrière et il fallait travailler, il fallait quelqu'un pour travailler. Et si quelqu'un faisait des études, c'était les plus jeunes, c'était ceux qui venaient après. On n'a pas fait d'études supérieures, hein, bien sûr. On n'a pas fait d'études supérieures, c'était niveau on BEPC, est allé à l'école quand même. Et après BEPC, on a fait des formations par alternance, donc 2 ou 3 jours par semaine, voilà. Donc c'est pour apprendre un peu le métier spécifiquement, quoi. Et alors quelque chose d'important aussi qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on a eu la chance, nous, notre génération, de faire partie des équipes de jeunes du monde rural, hein, agriculteurs, ou jeunes qui étaient en recherche un petit peu d'orientation et tout ça, donc de mouvements d'action catholique. Pour l'agriculture, c'était la JAC. C'était la JAC, hein, donc Jeunesse agricole chrétienne, avec un aumônier, hein, souvent c'était le prêtre du coin, hein, voilà, qui nous accompagnait. Et tous les hivers, une fois tous les semaines ou 15 jours, pendant tout l'hiver, on se réunissait. On avait une réflexion bien sûr un peu spirituelle, bon, sur la foi, sur la religion, mais on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup sur le métier et la société et l'évolution du monde rural particulièrement, qui avait un besoin énorme d'évolution.
ça allait même jusqu'à de la formation, puisque Ah oui, alors nous, le mouvement, c'était un mouvement national qui faisait des sessions de formation. Nous, on a participé à vraiment des formations. Ça complétait la formation scolaire. Et c'était plus une formation, justement, pour s'exprimer, pour apprendre, apprendre à s'exprimer, parler en échanger, public, répondre échanger, aux réfléchir. journalistes, par exemple. Voilà, oui, oui. Moi, je me souviens que j'ai été interviewée par les équipes de télévision. J'avais 17 ans. À la sortie de l'école, justement, j'ai été interviewée où on m'avait demandé pourquoi je faisais le choix d'être agricultrice à l'époque. Ça remonte c'était en 1967, donc c'est très très ancien. Et après, j'ai fait des formations, je suis allée à Paris faire des stages. À l'IFOCAP. À l'IFOCAP, c'était un institut de formation pour les agriculteurs, justement. On avait des formations sur... il y avait 2 niveaux de formation. J'avais fait 2 stages à l'IFOCAP, des sessions de 8 jours, où on se retrouvait des agriculteurs de toute la France, des jeunes de toute la France, où on avait des professionnels qui venaient nous faire des formations sur tout ce qui touche à la société, au développement de l'agriculture, bien sûr. On a fait des formations à la comptabilité, à la gestion de nos exploitations, et tout ça, c'était hors école. Et ça, c'est la JAC qui a développé ça. C'est énorme ce que la JAC a fait. Ce mouvement a fait pour la formation des agriculteurs à notre époque. Et ça me permet de rebondir parce que en effet, j'avais cru comprendre que la JAC avait été aussi à l'initiative de plein de formations techniques, certes, mais aussi ça a été un vrai lieu de discussion et de réflexion sur comment les jeunes percevaient leur métier. Vous disiez que c'était un peu encore l'ancien temps, et quelle discussion vous avez pu avoir, je pense notamment à la place de l'agriculteur, ou est-ce que par exemple vous avez évoqué ces questions de cohabitation, bien sûr, oui, tout à fait. Et même ça a même fait évoluer énormément le monde politique, le monde agricole, et il y a beaucoup de jeunes qui se sont investis dans le syndicalisme à l'époque. On a des grands syndicalistes qui sont issus de la JAC. Des gars, de Baptiste a été ministre de l'Agriculture. Qui sont arrivés même. Peut-être pas le meilleur choix. Enfin, voilà. Mais enfin, c'est des gars qui ont fait évoluer énormément. Et même énorme. Sur le plan, au niveau des femmes, ça a été une révolution. Ça a vraiment fait avancer l'émancipation des femmes en agriculture à l'époque. Et c'était quel sujet, par exemple, qui était évoqué par rapport à la place des femmes On parlait de la cohabitation tout à l'heure, ça fait partie de ça. La cohabitation, ça a été un sujet qui a été beaucoup discuté pour faire évoluer les mentalités, pour expliquer qu'il fallait essayer d'aller vers une décohabitation pour que les jeunes couples aient une autonomie, une indépendance, une liberté de penser et de faire un peu différente des générations précédentes. Ça a incité aussi les femmes à avoir une indépendance financière, parce qu'à l'époque encore, les femmes, elles étaient complètement soumises aux conditions financières du mari. D'abord, elles n'avaient pas de chéquier. Ou des beaux-parents. Des beaux-parents. Elles n'avaient pas de chéquier, elles n'avaient pas de compte personnel. Par exemple, moi, si je repense à ma maman, dans les années 60, puisque j'avais encore mon grand-père, c'était mon grand-père à l'époque. Mes parents, ils avaient, donc en 60, mes parents, ils avaient 40 ans. Et c'était mon grand-père qui encore tenait les cordons de la bourse. Même mon père n'avait pas les cordons de la bourse. Et je sais que dans les années 60, maman qui aurait voulu s'acheter, parce que le métier était difficile pour les femmes, notamment au niveau de la lessive. Faire la lessive, moi je me souviens quand j'étais enfant, quand on allait faire la lessive, on allait rincer le linge dans un pré en contrebas, là, dans un étang. Et maman, son souhait, c'était d'avoir une machine à laver. Et à l'époque, il n'était pas question, mon grand-père n'allait pas lui donner l'argent pour acheter une machine à laver. Eh bien, elle s'est fait prélever
sur ses allocations familiales. Elle a trouvé l'astuce pour se faire prélever sur les allocations familiales pour s'acheter une machine à laver. Donc le grand-père, il n'a pu rien dire, hein, parce que Il n'y avait pas accès. il n'y avait pas accès. Voilà. Ça, c'est un exemple, mais il y en a eu des tas comme ça. Hein. À l'époque, les femmes, elles étaient vraiment sous le joug du mari ou des beaux-parents. Et j'avais une question aussi sur, donc je vois un peu, vous en avez parlé, les sujets de fond qui étaient traités. Et une autre de mes questions, c'est sur la forme que les discussions prenaient, parce que j'ai aussi lu des choses autour de groupes dits non mixtes, où il y avait des groupes de parole entre femmes pour les sujets qui concernaient plutôt les femmes agricultrices. Est-ce que vous en avez vécu, vous? Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'on avait, du coup, nous, on a démarré, quand on a démarré, le syndicalisme était déjà mis en place. Hein. Donc il y avait le syndicalisme agricole pour les hommes, et au sein du syndicalisme, il y avait ce qu'on appelle la commission des agricultrices, la commission féminine. Donc nous, on avait des réunions entre femmes. Et la commission féminine, qui était aussi issue du syndicalisme et de la GAC, organisait des formations spécifiques pour les femmes. C'est-à-dire qu'au départ, c'était beaucoup la comptabilité. On a eu des formations à la comptabilité, parce que souvent, c'était la femme qui prenait le relais là, pour faire la comptabilité sur l'exploitation. Donc, on nous a appris à faire les comptes, à faire de la gestion. Et après, la TVA est arrivée à ce moment-là. Voilà. Quoi, hein. Et on avait aussi des rencontres. On avait des techniciennes agricoles qui nous faisaient découvrir aussi la modernité pour l'aménagement de la maison, pour même au niveau de l'exploitation, créer des petits ateliers indépendants pour avoir une autonomie financière. Il y a des femmes qui ont créé des ateliers avec des petits élevages ou des cultures spécialisées pour avoir leur propre revenu à elles, pour ne pas être dépendantes complètement de leur mari ou de leur beau-père. Et ça a été fait par le syndicalisme féminin. La JAC, c'était considéré comme un syndicat ou pas? Non, c'était un mouvement de réflexion. D'action catholique. D'action catholique, oui, mais de là sortait ça incitait à s'investir dans le syndicalisme officiel, voilà, ou dans les commissions, toutes les réunions syndicales qui se faisaient, ou réunions techniques et tout ça. La JAC nous incitait à participer. Je sors un petit peu de ces discussions autour de la JAC, etc., pour peut-être une question un peu plus légère ou plus générale, qui est qu'est-ce que vous aimiez le plus dans le fait d'être agriculteur, agricultrice? Ah ben, c'était déjà de vivre à la campagne, de vivre dans un beau cadre. On l'a quand même toujours apprécié, ça, d'avoir une certaine liberté, de ne pas avoir un patron sur le dos, d'avoir une certaine liberté. Enfin, on a le sentiment, quand on est agriculteur, de décider de ce qu'on veut faire, quoi. On n'est pas soumis, bien que tu disais que les règlements européens nous guident un petit peu, mais c'est quand même une certaine liberté voilà, dans son travail, et puis avoir un cadre de vie quand même qui est exceptionnel. Moi, vivre en ville, je ne me suis jamais vue vivre en ville. Autant à une époque, j'aimais aller dans les grandes villes pour voir un petit peu tout ce qui brille et tout ça, les magasins et tout ça, mais non. Moins j'y vais, mieux je. Moi, je le dis assez souvent, comme ça, quand on parle de ces sujets. Moi, j'ai eu des engagements professionnels. Bon, j'étais appelé à une époque à aller relativement souvent à Paris pour des réunions. Je faisais la réunion et puis je prenais le train le plus proche pour revenir à la maison, quoi, hein, parce que j'ai vraiment pas envie. Voilà. Je détestais vraiment cette vie parisienne, quoi. Le métro,
la course, tout le monde, les gens qui se côtoient et qui se font la gueule, les gens voilà, il n'y a pas aucune relation. Enfin, je trouve ça. Alors que dans le monde rural, l'avantage, dans nos campagnes, c'est que tout le monde se connaît. Bon, il y a des côtés des fois un peu, pas toujours sympas, quoi. Bon, parce qu'on s'en envoie par la gueule. Ouais. Mais bon, il y a on est en relation permanente. Voilà. Et puis nous, on avait la chance aussi, à Branceil particulièrement, d'avoir une société musicale, une style fanfare, une harmonie. Et tous les gars, tous les jeunes, même les vieux, 90% des gens, des hommes participaient à cette harmonie. Et on avait une répétition l'hiver, tous les samedis soirs, on faisait la répète, et puis après on faisait l'après-répète, on buvait un coup, on passait les moments ensemble, c'était super convivial, quoi. C'était, voilà. C'est rigolo parce que dans ce que vous dites, je vous ai pas posé de questions directement sur le lien à la campagne, mais vous avez parlé évidemment de votre métier, mais aussi de votre place dans à la campagne, des liens sociaux qu'il y a autour. Et je trouve que c'est une belle façon en fait de comprendre ce que c'est que la paysannerie, parce que c'est tout le métier et aussi le fait d'exister dans un lieu précis, en lien avec les gens et le territoire. Tout à fait, oui, c'est ça. La boucle est bouclée là, avec ça. Oui. Parce que souvent, dans le monde paysan, il y avait des raisons de conflit. Parce que à l'époque où nous, la plus grande partie de notre activité professionnelle, il y avait eu encore très peu d'exode rural. Il y avait encore pas mal on manquait de surface, quoi. C'était les petites exploitations dans nos régions. C'était des exploitations. Autour de 20 hectares, de moyenne. La moyenne, ici, c'était entre 10 et 15 hectares. La moyenne des exploitations. Donc c'était vraiment peu. Et dès qu'il y avait un bout de terrain qui se libérait, qui était soit à la location, soit à la vente, tout le monde se jetait dessus, quoi. Alors c'était des sujets à discorde, parce que ceux qui avaient du pognon, ils faisaient monter les prix, et puis le voisin qui devait être prioritaire, il n'avait pas les moyens d'acheter. Enfin voilà, donc c'était pas tout rose. Ah non, bien sûr. Voilà, oui. Mais on arrivait à dépasser ça, vous voyez. Et nous, avec notre musique là, notre groupe musical, on était tellement liés avec la musique que on était obligé de ne pas se faire la gueule, quoi, trop. Oui. Ça a atténué les conflits. Oui. Ça oblige à le traiter si jamais ça voilà. en cacahuète. Voilà. Et on avait beaucoup de matériel en commun. Nous, chez nous, là, surtout à Branceil, moi à Tudeil, mais surtout à Branceil, on était les premières CUMA, une station de matériel en commun, et le premier tracteur, il était à 4, il avait été acheté à 4, quoi. C'était le plan Marshall, à l'époque, les Américains là, qui avaient appris la guerre pour relever le pays. Là. Et donc, c'était en 1949, le premier tracteur. Après, le moissonneuse batteuse. Mais très vite, il y a eu... et tout ça, c'était en copropriété, ou en CUMA. Enfin, travailler en commun, moisson. Le cochon, le cochon. Tous les ans, on tuait le cochon. Dans les fermes, toutes les fermes tuaient le cochon. Et là, c'était le rassemblement de tous les voisins. Et on faisait la fête. Voilà, c'était tout ça, ça créait des liens forts. Voilà. Très intéressant. Et après, ça va arriver à sa fin. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser mourir de faim sur votre chaise. C'était essentiellement syndicalisme. Voilà, je vous dis parce que c'était la FNSEA, mon syndicat, on faisait avec. On entendait, c'est plus qu'aujourd'hui, depuis toujours, que la FNSEA, c'était le syndicat des gros paysans, le céréalier. Mais nous, en Corrèze, ou dans le Lot, ou dans l'Aveyron, le Cantal, il y avait plein d'agriculteurs qui adhéraient à la FNSEA et qui étaient des petits agriculteurs, quoi. Et on défendait notre beefsteak. Voilà, et il y avait des représentants à Paris de ces régions-là. On a manifesté, hein.
Vous On avez a manifesté. plusieurs Ah fois. oui, on a manifesté. Ah oui, hein. on a fait des manifs. Ouais, oui, des je durs. me Vos souviens. gros souvenirs de manif, c'était quoi? Oui, Ah. le plus grand, le plus beau souvenir, Ouais. c'est quand on est allé arroser la cour de la préfecture avec des poches de lisier qu'on a remplies ici. Avec la cuve à lisier, la tonne à lisier, on avait rempli des poches en plastique et on a lancé ça par-dessus des bombes de lisier par-dessus les Le lisier de porc. Hein. du lisier de porc, tant qu'à faire, La précision est importante. par-dessus les grilles de la préfecture à Tulle. Et c'était Bon, si, pourquoi, mais c'était au moment de la réforme de la PAC, enfin de la mise en place de la politique agricole commune, Ouais. et puis de toutes les grandes mesures qui ont été prises, par exemple l'aide aux zones défavorisées, là, les primes montagne, tout ça. Là, c'était l'époque de Jacques Chirac, là, qui était ministre de l'Agriculture, qui était à Bruxelles, bien sûr, et tout le monde le redoutait parce qu'il les usait tous à Bruxelles. Donc, il passait les nuits entières, il les avait au souffle, quoi, les types. Il avait décroché des trucs extraordinaires, bon, pour l'agriculture. Donc la prime de montagne, entre autres, et toute une série d'aides et de compensations pour les zones difficiles et tout ça. Ouais. On avait participé à Paris, aux grandes manifestations à Paris, qui avaient rassemblé combien? Alors, Paysans de France, les Paysans de France, on avait c'était été... 100 000. Les premiers qui étaient partis avaient fini le tour et arrivaient que les derniers n'étaient pas encore partis. Je me rappelle, on a fait une manifestation à Paris. C'était grandiose, énorme. Ah oui, Et c'était aussi par rapport à la PAC et oui, par rapport à la défense de nos produits. Oui, c'était à l'époque des grosses coopératives qui avaient été mises en place, et ils ne défendaient pas toujours les prix des producteurs, quoi. Hein. Il fallait produire pas cher. Et peut-être pour terminer cette discussion, même si j'aurais bien aimé vous en poser encore 1000, mais bon, il va falloir qu'on s'arrête, sur un peu tourner vers l'avenir, ou en tout cas les autres agriculteurs, agricultrices, futurs ou actuels, ou tout jeunes, quoi. C'est quoi le ou les conseils que vous aimeriez transmettre à des jeunes qui s'installent ou alors qui souhaitent devenir paysans? Le monde a tellement changé si rapidement, quoi. Enfin, voilà. Moi, je suis largué, moi. Je vous dis franchement. Ouais. Mais sans parler peut-être de considérations techniques, parce qu'en effet, sur les règles, le cadre et machin, j'imagine qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Mais peut-être quelque chose que... Je me dis qu'il y a peut-être des conseils un peu plus universels, ou en tout cas intemporels. Quelque chose que vous aurez peut-être aimé recevoir comme conseil. Il ne faut jamais désespérer dans la vie, quoi. Il y a toujours des ressources et puis des façons de rebondir, mais le monde d'aujourd'hui, si vous voulez, j'ai le sentiment qu'il nous emmène dans quelque chose, dans un avenir qu'on maîtrise, que l'homme aura du mal à maîtriser, quoi. Parce qu'on parle de l'IA, enfin tous ces trucs-là, voilà, qui sont maîtrisés plus, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, moi, parce que si on n'a plus la capacité à maîtriser un petit peu les choses, mais ça risque de partir complètement à l'UADIA, quoi, et à la dérive, quoi. Donc moi je dis aux jeunes, je leur dis essayez de garder la tête froide, quoi, de ne pas vous laisser trop embarquer dans des aventures, quoi. Enfin voilà, quoique c'est incontournable un peu, mais essayez de garder les pieds sur terre, quoi, et surtout ne pas voir trop grand non plus, parce que je vois bien l'agriculture, là, c'est devenu... Bon, moi je vois Claire et Léa, eux ils gardent une dimension humaine, mais bon ils essayent de... Mais moi je vois les autres enfants qui sont en GAEC, ils sont 4 associés là. Il y a presque plus de limites. C'est des machines. La semaine dernière, le temps était favorable, c'est vrai, ils avaient 50 hectares de forage, enfin de faucher. 50 hectares 50 hectares, à 47 ou 8. Ah bon? Ensemble. Tant que ça. Ouais. Ils ont des faucheuses qui fauchent un hectare en demi-heure, quoi. Enfin, voilà. Non, mais c'est inimaginable. Enfin, voilà. Alors les sources d'espoir, et puis
voilà, ils s'adaptent. L'être humain a la capacité à s'adapter, quoi, heureusement. Mais je vois les jeunes maintenant qui s'installent, qui ont, d'ailleurs c'est les seuls qui ont quelques chances de pouvoir vivre à peu près correctement, ils se mettent en société, quoi, en grec, au moment d'exploitation commune. Le collectif, quoi. Le collectif, oui, bien sûr. Associés à 2, 3, 4, voilà. Et là, ça leur permet d'avoir une vie sociale normale, hein, à peu près normale. Hein. Voilà, ils ont des week-ends, ils arrivent à partir, ils partent en vacances, ils se remplacent, hein, voilà. S'ils sont malades, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ben, ils n'ont pas le stress parce qu'ils savent que les copains ils vont assurer la marche d'exploitation. Hein. On va vers une nouvelle forme d'agriculture, c'est-à-dire que autrefois c'était des petites exploitations, enfin chez nous en tout cas, c'était des petites exploitations, beaucoup de petites exploitations. Maintenant, je pense qu'il va y avoir deux types d'exploitations. Il y aura les exploitations un petit peu de regroupement, comme ça, à plusieurs, et il y aura la place d'une petite niche d'exploitation plus modeste, voire petite, qui pourront vivre localement avec, vente directe, avec de la vente directe. Mais ça, ce sera des petites unités, parce que tout ce qui est vente directe et vente locale, ça ne peut pas être à grande échelle. C'est pas pas possible. ça qui fait les volumes. Hein. Ça ne peut pas être... Mais si on veut entretenir le territoire dans sa totalité, parce que la France, elle est tellement diverse. On a des grandes zones de plaine où on peut faire de la grande agriculture, mais on a beaucoup de zones de montagne, de zones accidentées, même si nous, on n'est pas en montagne ici. On a quand même un relief qui est accidenté. Pour entretenir ces paysages qui sont accidentés, on ne peut pas faire de la grosse cavalerie, c'est pas possible. Donc, il y a un équilibre à trouver, hein. Ouais. Mais je pense que notre paysage montagnard et nos beaux paysages français, ils sont beaux parce qu'il y a encore de l'agriculture qui l'entretient. Et si cette agriculture n'est pas sauvegardée, la France ne sera plus belle comme elle est aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup pour votre temps et toutes ces réponses, c'était hyper intéressant. Mais il y aura encore plein de choses à dire. Hein, je sais, on pourra faire un épisode 2, 3, 4.